Monsieur Barrios, bonjour. Bonjour. Vous avez une spécialité à faire baver d'envie nombre d'entre nous. Vous êtes donc œnologue, spécialiste en vin. Comment devient-on spécialiste en vin? Tout d'abord par passion, puis après par formation. J'ai poursuivi des études d'œnologie à la faculté de pharmacie de Montpellier. À ce titre, j'ai le diplôme d'œnologue. Puis je me suis rapproché de la Chambre nationale des experts en objets spécialisés de Paris, la CNES. Et après, bien entendu, c'est surtout à force de dégustation, de partage et de convivialité qu'on arrive à cette spécialité. Dans quel cadre fait-on appel à vous? Dans le cadre de conseils pour, par exemple, constituer une cave, dans le cadre d'expertise, de succession ou de revente de vieilles bouteilles, puisque beaucoup de gens ont accumulé certains vins, ne les ont pas forcément bu et à un moment donné n'ont pas forcément la connaissance et ont besoin d'une certaine expertise pour ne pas passer à côté d'une bonne bouteille ou tout simplement pour pouvoir valoriser un actif qui ne les passionne pas forcément. J'ai vu, comme beaucoup d'entre nous, certaines bouteilles atteindre des prix assez impressionnants. J'imagine que cela attire les faussaires. Oui, effectivement, il y en a de plus en plus. Après, c'est des choses qu'on retrouve principalement à l'export, puisque en France, tout de même, il y a un certain cadre, et beaucoup de gens connaissent le vin, non pas par patriotisme, mais c'est quand même quelque chose d'ancré depuis longtemps. Après, aller dans certains pays d'Asie, le vin, c'est un nouveau produit, c'est une découverte. Je veux dire, avant, ils consommaient du parfum, aujourd'hui, ils consomment du vin. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a peu de chances de trouver des faux, entre guillemets, dans les ventes françaises. Alors, je ne dirais pas qu'il y a peu de chances, mais il y a quand même, on est là justement en tant qu'expert pour pallier à cette problématique et à absolument refuser ce genre de choses. Je dirais que l'expertise, c'est avant tout du bon sens. Et la base de l'expertise, c'est dans le doute s'abstenir. Ou pousser vraiment une étude vraiment approfondie. Mais effectivement, notre rôle, c'est avant tout effectivement de ne pas laisser passer de faux. Vous nous avez apporté quelques exemples, malheureusement nous n'allons pas les déboucher, vous m'envoyez le premier attristé. Vous ratez le meilleur, vous ratez le meilleur. Hélas, je le sais, je le sais. Vous nous avez apporté quelques exemples pour illustrer votre spécialité. Je vois une bouteille à côté de vous, quelle est-elle ? Ah bah, c'est une bouteille alors, assez représentative, je vais vous la montrer, typiquement de ce qu'on peut trouver dans une cave d'une maison en France. Une bouteille gardée religieusement, un cru de Bordeaux, qui est Château Lingebage, qui est aujourd'hui d'ailleurs parmi, on qualifie ça un peu de super second, c'est parmi les bonnes maisons. Et du coup, là, on est sur une bouteille. Donc après, ce qui est facile dans le vin, la première expertise, finalement, elle est visuelle. C'est uniquement l'objet bouteille. Alors, la forme de la bouteille nous détermine qu'on est plutôt sur une forme, on est sur une bouteille dite bordelaise. Donc, ça identifie déjà la région, la Gironde. Après, il suffit de s'en remettre à l'étiquette. Si on lit l'étiquette, on voit grand vin. C'est déjà bon signe, ça fleure bon. Après, ensuite, Château Lingebage. Alors, Château Lingebage, pour un amateur de vin, ça va lui parler. Pour n'importe quel, français, château à Bordeaux, ça veut dire il y en a 10 000. Donc, un parmi 10 000, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais il se trouve que ce château Lingebage est un grand cru classé. Alors, grand cru classé, c'est tout simplement, ça fait référence à un classement établi en 1855. Et donc, Lingebage a la chance de faire partie des crus classés de 1855. Après, on aperçoit, quand on arrive à lire, puisque l'étiquette commence à être un peu âgée et un peu abîmée, on arrive à déchiffrer parce qu'on connaît, on voit P-A-U-I, on n'a plus rien, un C à la fin, Pauillac. En dessous, ça corrobore, M-E-D, rien, C, Médoc. Appellation Pauillac contrôlée, on parle d'AOC, une appellation contrôlée, appellation d'origine contrôlée. Aujourd'hui, on a même des AOP. Et donc, du coup, Pauillac, c'est tout simplement un village. Après, on a une année, 1955.
Après, donc, on a le vin qui est à l'intérieur, qui paraît avoir une bonne couleur, qui a l'air d'être préservé. On a un niveau qui a légèrement baissé. On parle de l'épaulement de la bouteille. Donc là, on est plutôt sur une moyenne épaule, on va dire. Donc c'est plutôt un niveau qui est correct compte tenu de l'âge de 1955, mais qui n'est pas non plus parfait. On aurait pu avoir une bouteille encore plus préservée. Sachant que plus le niveau sera haut, plus on a des chances, gustativement, on met toutes les chances de notre côté. Après, à ce niveau-là, on peut tout à fait avoir une bouteille et un vin de qualité. Après, il y a la capsule, très important pour l'authentification, puisque au-dessus est marqué « mise en bouteille au château ». Alors, mise en bouteille au château, aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut paraître anodin. Or, en 1955, on avait quand même déjà beaucoup de vins mis en bouteille au château, mais avant-guerre, c'était quelque chose qui n'était pas forcément courant et qui représentait peu de choses. Donc, pour en revenir à l'expertise de cette bouteille, on a la capsule qui est d'origine, pas très corrodée, on voit qu'elle est bien d'origine, qu'elle date bien de 1955, et on a en plus le nom du château marqué au-dessus, château Lingebage-Pauillac. Tout corrobore, bien entendu, c'est un vin qu'on a l'habitude de voir, donc on en connaît comment sont faites les bouteilles, etc. Donc c'est un vin qui, a priori, paraît tout à fait correctement conservé et de qualité. Voilà. Pour revenir sur la capsule, on peut éventuellement, par exemple, parler de bouteilles qu'on peut retrouver dans ce type. Donc là, on est sur un Châteauneuf-du-Pape, domaine de Montrondeau, c'est parfaitement identifié, un millésime, 1967. En revanche, on aperçoit qu'on n'a pas de capsule. Alors là, justement, c'est difficile d'authentifier parce qu'on n'est pas préservé. C'est un peu comme une bouteille d'eau aujourd'hui qui n'est pas sertie. On a quand même des doutes, donc bon voilà, on ne peut pas certifier que c'est bien le bon vin qui est à l'intérieur. À l'époque, effectivement, Châteauneuf-du-Pape n'était pas toujours quelque chose, c'était déjà une appellation connue. En revanche, c'est vrai que certaines mises étaient un petit peu aléatoires et le vin ne se vendait pas tout le temps en bouteille, en caisse ou à l'unité. Donc, ça peut tout à fait être une mise d'origine, mais après, on pourra en discuter gustativement une fois la bouteille ouverte, mais on ne pourra pas avoir de certitude, quoi. Après, par la reconnaissance du cépage, etc., mais après, peut-être que c'est ne serait-ce qu'un Côtes-du-Rhône fait dans la même région. Voilà. Mais du coup, ça va engendrer une moindre valorisation de la bouteille, puisque nous n'avons pas de certitude, quoi. Donc voilà typiquement le type de bouteille qu'on peut retrouver dans une vieille cave d'une maison en province, qui paraît bien conservée puisque le niveau est presque, on va dire, parfait. La capsule est en bon état, elle a résisté, pas de traces d'oxydation. En revanche, l'étiquette en a pris un sacré coup, certainement dû à l'humidité de la cave très présente, mais qui est facteur d'une bonne conservation. Mais on arrive néanmoins à déchiffrer. Alors déjà, effectivement, la forme de la bouteille nous pousse vers une région, non pas des moins prestigieuses, puisqu'il s'agit d'une forme bourguignonne, et donc nous sommes tout à fait en Bourgogne. Dans un village non moins prestigieux qui est marqué, qu'on arrive à déchiffrer, qui est Chassagne-Montrachet. Alors plus réputé pour ses vins blancs que pour ses vins rouges, mais néanmoins certains viticulteurs font d'excellents vins rouges également. On aperçoit marqué Boudriotte, premier cru, puis domaine Schley, mais la capsule nous en dit plus puisqu'il y a marqué BR, et c'est néanmoins un très bon domaine de Bourgogne qui s'appelle Bachelet-Ramonais. Quant à l'âge de la bouteille, compte tenu de son apparence, compte tenu de l'épaisseur de la bouteille assez épaisse, etc., je mettrais ça dans la fin des années 70. Pour rebondir sur l'aspect des bouteilles fausses, les choses ont été un petit peu, laissées de côté au préalable sur le secteur du vin. Pourquoi ? Parce que finalement, tout cet engouement et tout ce marché des ventes aux enchères et du vin de seconde main, on va dire, est quelque chose de finalement un phénomène relativement récent. Puisqu'en fait, tout ça a démarré, les premières ventes aux enchères de vin en bouteille datent tout simplement du XXe siècle, grâce principalement à un grand monsieur qui a été jusqu'en 2020
directeur du département vin de chez Christie's. Ce monsieur s'appelle Michael Broadbent et c'est un peu lui qui a tout lancé sur les enchères par rapport au vin. Je peux vous montrer sa Bible. Ça, c'est un des premiers livres qu'il a écrit, qui a été traduit en français. Ça, c'est la version française, avec l'ensemble des vins qu'il a dégustés. Et si on parcourt cet ouvrage, qui est absolument exceptionnel, on voit qu'on peut remonter à des mises en bouteille jusqu'à 1700. Les premières traces de vin en bouteille, on est surtout sur 1787, avec justement déjà une fameuse histoire de fausses bouteilles qui étaient en fait tout simplement des bouteilles qui avaient été achetées par Thomas Jefferson, qui était passé justement à Bordeaux, etc., et qui avait commandé des bouteilles, non seulement pour lui, parce que c'est un grand amateur de vin, il a même été courtier en vin à un moment donné, et qui avait commandé aussi pour le président des États-Unis, George Washington, et c'est des bouteilles qu'on a retrouvées, puisqu'il avait commandé essentiellement des Bordeaux, notamment Lafite, Yquem, etc., et en fait, il y a eu des transactions de ces bouteilles-là qu'on a retrouvées. Alors, il y a eu des vrais, estampillés juste avec l'année 1787. En revanche, certaines bouteilles se sont échangées, mais après, ça a fait une grosse histoire, parce qu'en fait, après expertise approfondie, nous nous sommes aperçus que la façon de graver le millésime sur la bouteille était potentiellement authentique. En revanche, la façon de graver le millésime sur la bouteille était une forme de gravure qui n'existait pas à l'époque. Une gravure, je ne suis pas expert en gravure, mais c'était une gravure à la roue qui a priori n'existait pas à l'époque. Et du coup, il y a eu un procès retentissant aux États-Unis, lancé par Bill Cork, grand collectionneur de vin, qui d'ailleurs a fait tomber donc, la personne en question, qui était pourtant un grand collectionneur et scientifique du vin. En revanche, cette même personne, seconde histoire retentissante 20 ans après, qui est la plus grosse histoire justement de faussaires, est une histoire qui s'est passée aux États-Unis par quelqu'un d'originaire d'Asie qui s'appelle Rudy Kurniawan, excusez-moi si j'écorche le nom, qui a été surnommé même le docteur Conti, et qui aujourd'hui vient justement de sortir de prison, a été extradé dans les pays d'Asie, puisqu'il a été arrêté par le FBI et est resté en prison pendant 4 ans. Et il faisait tout simplement de fausses bouteilles dans sa baignoire, etc., avec des fausses étiquettes et des mélanges, mais qui, a priori, pour beaucoup de grands collectionneurs, genre j'aime pas trop le terme pareil, collectionneur, puisque avant tout le vin c'est la convivialité et le partage, c'est les valeurs importantes du vin, et donc du coup je préférerais parler d'accumulateur, puisque je pense qu'il faut mieux accumuler des vins dans sa cave que collectionner des vins dans sa cave. Et donc tout ça pour en revenir que voilà, aux yeux de beaucoup d'amateurs, finalement le faussaire n'avait pas toujours tort, puisqu'il arrivait avec différents mélanges d'autres vins, à finalement réaliser quelque chose qui, a priori, tenait la route, puisque les gens, en voyant l'étiquette et en ouvrant la bouteille, étaient a priori satisfaits. Et malgré le volume assez important de fausses bouteilles, peu de grands collectionneurs se sont manifestés. Donc voilà, donc effectivement, des faux circulent, et surtout sur les grosses bouteilles. Sachant que ce fameux faussaire, qui a défrayé la chronique aux États-Unis et en France, a été tout simplement dénoncé en partie grâce à un grand domaine de Bourgogne, et notamment à M. Laurent Ponceau, qu'on remercie grandement, et qui a pu faire tomber la chose, puisque tout simplement est apparu en vente aux enchères un vin qui n'a jamais existé, puisque le domaine n'existait pas à l'époque de cette bouteille. Tout bonnement. Voilà. Et en ce qui concerne la valorisation des bouteilles, comment est-ce que cela se passe au niveau du marché ? Alors, le marché du vin a fortement évolué, on va dire, sur les 30 dernières années, principalement, puisqu'avant c'était un marché, comment dire, il y avait la France, puis nos amis américains et anglais ont toujours été très friands, mais depuis
quinzaine d'années, une vingtaine d'années, le monde entier s'ouvre au vin, à commencer par l'Asie, puisque Hong Kong notamment est devenu une plaque tournante du vin, alors qu'avant New York et Londres étaient les principales plaques tournantes du vin, et les principaux amateurs, nos amis anglais, avec Feu, Michael Broadbent, etc., Christie's, les grandes maisons de vente. Et aujourd'hui, l'Asie prend le pas, mais tout reste à faire, puisqu'il y a encore plein d'autres pays, comme l'Inde ou autres. Donc voilà. Alors après, ce qui est intéressant de citer sur l'évolution des prix, puisqu'on parle là des bouteilles, effectivement, on a de tout. On a de très bons vins qui démarrent à 20 ou 30 euros, jusqu'à des sommets, puisque le dernier record est quelque chose comme aux alentours de 500 000 $ la bouteille, qui était une bouteille un peu historique, puisque c'était une bouteille de Romanée Conti, donc un des crus, le cru le plus fameux en France. Bouteille historique à double titre, puisque c'était une bouteille de 1945, qui a été en fait vendue aux États-Unis, mais qui avait été conservée par le négociant qui diffusait à l'époque, qui était représentant du domaine de la Romanée Conti, qui était la maison de Drouin. Voilà. Donc la bouteille n'avait pas bougé, et c'est pour ça qu'on est là, on est sûr de la provenance et de l'authentification. Donc, ce qui fait qu'on est bien loin on est sur d'autres choses. Il y a la bouteille en elle-même, le vin qu'il y a dedans, mais après la provenance, il fait aussi pour beaucoup, puisque finalement, c'est minimiser les risques et c'est être sûr de ce qu'on a. Après, je vais vous parler aussi d'un démarrage du vin en bouteille, puisque, donc, comme je l'ai cité au préalable, la mise en bouteille est quelque chose qui a principalement démarré au XXe siècle et surtout après-guerre. Avant, peu de gens mettaient en bouteille et surtout, beaucoup de vins étaient vendus en barriques et mis en bouteille par les négociants. Les négociants étaient beaucoup plus présents. Aujourd'hui, on parle des viticulteurs, on parle de certains châteaux, mais avant, on parlait aussi surtout beaucoup de négociants qui mettaient en bouteille et qui sélectionnaient leurs vins. Donc voilà. Et quelqu'un qui a fait, un grand négociant qui a fait beaucoup de choses pour les vins français, c'est notre fameux Nectar et Glouglou, donc la maison tout simplement Nicolas. On ne présente plus voilà, Nectar, façon années 30. Nicolas était un des plus grands négociants français qui avait en fait tout un panel de vins, c'est-à-dire qu'il vendait à l'époque ce qu'on appelait le vin à la tireuse, qui a presque disparu, qui a été remplacé principalement par ce qu'on appelle aujourd'hui le cubi. Et enfin, on appelait surtout voilà, le vin à la tireuse, mais le vin qu'on appelait en vrac, et les vins prestigieux. Voilà. Et donc, ce qui était fantastique, c'est qu'à l'époque, les magasins Nicolas éditaient, depuis les années 30, ont édité à chaque fois un catalogue tous les ans avec leurs plus grands vins. Donc là, vous avez celui des années 30, édité par un fameux imprimeur parisien qui s'appelle Dragère, mais vous avez après tous les millésimes. Voilà. Vous avez chaque année, 1936, jusqu'à 1968. Là, vous avez par exemple le catalogue Nicolas 1963, illustré par Bernard Buffet, qu'on ne présente plus. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est quand on feuillette ces catalogues, on voit tout simplement une liste de vins en vrac, notamment, par exemple, Vieux Cep 12,5 degrés rouge, marque déposée, et on en a le prix. 1 franc 90, la bouteille de 75 centilitres. Verre consigné en sus, puisqu'on ramenait les bouteilles, on les rinçait, on les ramenait. Après, il y avait des vins plus prestigieux, des appellations plus prestigieuses. On voit ici marqué Bourgogne, Centenay, etc. Mais surtout, des bouteilles exceptionnelles. Voilà, on peut voir des millésimes qui font rêver, 1945, 1947, 1921 ou 1928, qui font partie des millésimes les plus prestigieux du XXe siècle. Et là, donc, on s'aperçoit d'une chose, c'est que quand on commence à regarder dans les vins millésimés, par exemple, si on prend tout simplement, on va faire simple, on va prendre, voilà, Bordeaux blanc, Château Suduiro 55, 9 francs la bouteille, ou
Chambertin, 1959, 20 francs la bouteille. Musigny-Vienne-Vigne, de Voguier, 1952, 28 francs la bouteille. Donc ce qui est intéressant de constater, c'est que là, on est à 28 francs la bouteille, à la tireuse, on est à 2 francs la bouteille, on a un écart à peu près de 10 à 15. Aujourd'hui, si vous prenez un vin rouge ou un rosé entrée de gamme au supermarché, vous arrivez à trouver du vin autour de 2 à 4 euros. Si vous cherchez un Musigny vieille vigne de chez De Voguier d'un millésime récent, vous allez plutôt être entre 600 et 1500 euros la bouteille. Donc l'écart va être de 200 fois. On était à 10 ou 15 fois en 1963 et aujourd'hui on est à plus de 200 fois. Donc tout le vin haut de gamme, tous les crus les plus prestigieux sont très très demandés. On a une demande internationale. Alors après, il faut ne pas confondre l'effet rareté et l'effet gustatif. Je ne remettrai pas en doute la qualité du Musigny de Voguier, qui est une très belle bouteille, mais en revanche, aujourd'hui, pour des sommes de l'ordre de 20 ou 30 euros, on arrive à trouver des vins d'une énorme qualité gustative. Continuons sur l'expertise de quelques bouteilles. Pour imager, j'ai cité Suduiro, on peut vous montrer une bouteille justement de Suduiro, qui était un vin justement très à la mode à l'époque, puisque c'est un sauterne, donc un vin dit liquoreux avec du sucre résiduel. Donc c'est des vins qui étaient très à la mode à l'époque, notamment avec le cru prestigieux de Château d'Yquem, racheté par LVMH il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est des vins qui sont laissés un petit peu de, toujours prestigieux, mais laissés un petit peu de côté. Alors peut-être que la mode reviendra, mais finalement, tous ces crus qui bénéficient d'une exceptionnelle conservation, puisque autant sur un rouge ou sur un blanc, on a besoin d'une conservation particulièrement adéquate, autant sur un sauterne, par exemple, on peut avoir une conservation moins idéale. C'est des vins qui résistent beaucoup mieux avec le temps. C'est quelque chose que je conseille fortement pour des anniversaires. Ça marche à peu près à tous les coups. Mais après, le consommateur aujourd'hui n'a pas envie de boire ce type de vin avec du sucre résiduel. Il a envie d'autre chose. Donc il privilégie les grands crus, etc. Donc voilà, par exemple, une bouteille de Bourgogne qui est un excellent millésime, mais quelque chose de récent, où là vous avez vraiment une forte valeur gustative, puisque c'est pour moi un de mes producteurs chouchous, producteur de renom malheureusement, où les Américains sont très friands, mais c'est vraiment pour moi parmi les musts. Et justement à ce titre, même puisque aujourd'hui de plus en plus les viticulteurs, notamment en Bourgogne, sont touchés effectivement par les fausses bouteilles à l'export, le viticulteur a fait appel à une société et a pu, sur certains crus, mettre tout simplement en place un process pour pallier justement à ces problématiques de fausses bouteilles. Voilà, donc comme ça, si on perce dessus, ici il y a une espèce de circuit comme une puce, et si on perce, on le voit aisément.